Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 h, vendredi 2 juillet. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Après le deuxième tour des régionales, c'était au tour des 204 conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes de voter pour élire leur président. Sans surprise, Laurent Wauquiez conserve son fauteuil de président de la région. Sébastien Germain nous donnera les détails de ce scrutin. Et puis le Tour de France approche à grands pas. Il fera son arrivée en Haute-Savoie ce samedi au Grand Bornand. De nombreux camping-caristes se sont déjà installés sur les bords de route en montagne. Nous sommes allés à leur rencontre. Je vous le disais en titre, les 204 conseillers régionaux se sont réunis aujourd'hui en assemblée plénière pour l'élection du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez a été réélu sans surprise avec 134 voix sur 204. Les élus du président bénéficieront d'une majorité très confortable pour faire appliquer leur programme. Sébastien Germain était à Lyon ce vendredi. Reportage. Cette séance d'installation du nouveau conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a tout d'abord débuté par une petite surprise. Lorsque la doyenne Michèle Morel a demandé qui se portait candidat pour l'élection du président, ce sont pas moins de 5 mains qui se sont levées. En plus de Laurent Wauquiez et Andrea Cotarac, les 3 anciennes alliées du deuxième tour, Fabienne Grébert, Cécile Kukierman et Najat Vallaud-Belkacem, ont également fait acte de candidature, faisant ainsi éclater l'union de la gauche de dimanche dernier. Je le regrette sincèrement, je le regrette véritablement. J'aurais aimé que cette union, qui était tant vantée aussi par mes collègues pendant ce débat, tienne un petit peu plus que les échéances électorales. Après un vote à bulletin secret long de presque une heure, sans réelle surprise, c'est Laurent Wauquiez, président sortant, qui s'impose avec 134 voix sur 204. L'ancien président des Républicains va donc pouvoir enchaîner un second mandat à la tête de l'exécutif régional, avec un cap très clair. Je pense que ce qui abîme la politique, c'est vous dites quelque chose pendant la campagne et le lendemain, vous faites l'inverse. Donc voilà, on a dit qu'on soutenait la montagne, on sera aux côtés de la montagne. On a dit qu'on serait impliqué sur les sécurités, on est engagé sur la sécurité. On a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts sur les familles et les ménages, on n'augmentera pas les impôts. Donc pour moi, les deux choses importantes, c'est un cap clair et une région au travail. Ça qui compte. Il faut avancer là-dessus. La liste de l'Union de la droite et du centre est donc la grande gagnante de cette nouvelle mandature, avec une majorité très confortable et une meilleure représentation. Ça nous laisse une majorité qui nous permet aussi d'être plus représentatifs encore dans les départements. Département dont je suis originaire, on gagne un élu, ce qui nous permettra d'être encore plus présents et d'être en plus grande proximité encore sur les territoires. Il y a un vrai lien de confiance qui s'est établi avec les habitants de notre région et ça m'a touché profondément. Ils l'ont manifesté avec une vraie générosité et rarement dans une élection. Un score s'exprime de la façon aussi nette. Du côté de l'opposition, le discours inaugural du président Wauquiez est loin d'avoir convaincu. Et Fabienne Grébert attend toujours plus, notamment concernant les thématiques qui lui sont chères. Nous aurions préféré avoir un cap clair autour de la dette climatique, autour des enjeux de justice sociale. Il parle effectivement de fret ferroviaire. C'était une promesse qu'il avait faite en 2016. Il ne l'a pas tenue. Il n'y a pas un camion qui a été mis sur les trains au cours de cette mandature. Donc nous l'attendrons encore, mais la promesse ne sera pas tenue. Les débats de cette première assemblée plénière de la région Aura ont parfois donné lieu à de vraies passes d'armes entre les différents groupes ce vendredi. Cette mandature 2021-2027 s'annonce déjà bien agitée. Suivons une autre élection à présent, la municipale anticipée de Verrier-du-Lac. Les habitants sont appelés encore une fois aux urnes ce dimanche, mais cette fois-ci, c'est pour élire leur nouveau maire. La municipalité traverse une crise politique depuis plusieurs mois. De nombreux conseillers ont quitté leurs fonctions tour à tour, ce qui a déclenché le retour aux urnes. Les Vérolins espèrent que ce scrutin permettra de sortir de cette crise. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà en substance ce que pourraient penser les habitants de Verrier-du-Lac. Après 2 dimanches consécutifs marqués par une très forte abstention aux élections départementales et régionales, les 1900 Vérolins et Vérolaines inscrits sur les listes électorales vont devoir une nouvelle fois passer par l'école du village qui héberge les bureaux de vote ce dimanche 4 juillet. Cette fois pour élire leur nouveau maire. Car oui, la petite commune des bords du lac d'Annecy est en plein chaos institutionnel depuis plus de 2 mois. Point d'orgue de cette crise, la démission le 17 mai dernier de 13 conseillers municipaux. Alors pour savoir qui succédera à Thomas Terrier, le maire élu en 2020 et démissionnaire un an plus tard, les électeurs auront le choix ce dimanche entre 2 listes que tout semble opposer aujourd'hui. D'un côté, Jean-François Nord, maire adjoint en exercice, qui a choisi de mener la liste Verrier au cœur. Il n'était pas question pour moi
qu'une seule liste soit candidate, puisque les Vérolins n'auraient pas pu s'exprimer de manière démocratique. Il était donc impératif que quelqu'un d'autre propose une autre liste. Monsieur le maire n'a pas souhaité le faire, et donc c'est moi qui le fais, parce que d'abord je souhaite que la démocratie soit respectée, que les institutions soient respectées, ce qui n'a pas été le cas par toutes ces démissions en cascade, et que les Vérolins puissent s'exprimer librement. En ce qui concerne le programme de cette liste, pas de révolution ni de grands changements, mais plutôt une large place accordée à la stabilité. Ça me paraît indispensable, effectivement, d'être dans la continuité du travail, dans la continuité de l'engagement. C'est respecter donc tous les Vérolins qui ont voté pour nous. Et ça me paraît indispensable de faire fonctionner la mairie de manière continue, avec le programme qui avait été décidé. De l'autre côté de l'échiquier politique vérolin, pour cette élection municipale, on trouve le tandem Vanessa Bruno-Philippe Abrahami, qui fait partie des démissionnaires du 17 mai dernier. Nullement désabusés par cette première expérience au conseil municipal, ils sont bien décidés aujourd'hui à reprendre les destinées de la commune avec leurs idées sous la bannière Pour Verrier. On va essayer de retrouver en fait l'idée principale et d'ouvrir en fait les portes de la mairie aux citoyens, de les impliquer dans cette vie citoyenne, d'être à leur écoute, parce que moi j'ai pu m'apercevoir très vite que c'était difficile. On a un village qui est traversé par une route départementale avec de nombreux hameaux, comme la majorité des villages savoyards aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de remettre du lien et pour pouvoir permettre une union en fait, au sein de ce village et les écouter. On a souhaité renouveler cette expérience parce qu'on souhaitait réellement réaliser des choses avec les Vérolins. Reste à savoir si les électeurs répondront présents pour cette étape cruciale dans la vie de leur commune. Ce qui s'est passé durant cette année les a beaucoup interpellés, à juste titre. Et je pense qu'ils veulent tourner cette page, donc ils vont participer massivement. Du moins on l'espère. Si les deux listes opposées ce dimanche paraissent bien éloignées les unes des autres, elles sont d'accord sur une chose, cette instabilité institutionnelle n'a pas vocation à réconcilier les Français avec la politique. Partons du côté d'Annecy, où l'équipe municipale a présenté 14 engagements et 200 actions pour la ville. Elles seront réalisées en cours de mandat. Une conférence de presse est tenue hier soir sur la place de l'Hôtel de Ville. Elle s'est ensuite poursuivie dans les jardins de l'Europe par des rencontres entre les citoyens et les élus. Objectif, présenter et échanger sur les projets à venir. On écoute les explications au micro de Maureen Alibert. On ne peut pas tous les citer, mais un, c'est les parcours environnementaux dans les écoles, où on remet l'écologie au plus proche des enfants, comme il peut y avoir le sport et la culture. Deux, c'est le bio et le local dans les cantines, où on passe de 8% à plus de 20% d'agriculture biologique, d'alimentation issue de l'agriculture biologique dans les écoles. 3, c'est la précarité menstruelle et la lutte contre la précarité menstruelle avec la mise à disposition de protection périodique gratuite à l'université et au bureau information jeunesse. Et 4, c'est la mise en œuvre de l'achat d'énergie 100% renouvelable pour l'ensemble de l'éclairage public annécien. On ne donne pas assez la possibilité aux citoyens de choisir, de faire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de co-construire avec eux. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'habitude de ça. C'est difficile, donc on est peut-être pour certains dans une phase d'acculturation. Mais ce qu'on voit dans le cadre des budgets participatifs, c'est-à-dire que nous, on a débloqué pour cette année 1 million d'euros pour co-construire avec les citoyens ces projets. Et on a bien vu, il y a eu plus de 380 projets qui ont été déposés. Et il y en a une centaine qui ont été retenus et on va commencer en septembre. Alors moi, je m'étais inscrite à l'atelier démocratie participative parce que justement, je voudrais que les citoyens s'impliquent davantage en dehors des élections. On est appelé quand même à pas beaucoup, pas trop souvent. Donc je voudrais bien m'impliquer davantage, de façon plus continue et plus régulière. Voilà. L'intention est bonne. Maintenant, on va attendre les actes, voir si c'est suivi d'actes concrets. Voilà. Une idée de sortie pour ce week-end avec le coup d'envoi d'Annecy Paysage organisé chaque été par Bonlieu Scène Nationale. Une quarantaine d'installations est à découvrir dans toute la ville jusqu'au 26 septembre. Nouveauté cette année, dans le cadre du festival, la Scène Nationale s'est emparée d'une friche industrielle au parc éphémère des Trois Fontaines pour 10 jours d'installations ludiques et de spectacles. On retrouve sur place Fanette de Buisson.
ne connaissent pas mon lieu, c'est national. Alors dans le cadre d'Annecy Paysage, vous avez lancé ça pour le mois de juillet. Où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qui va s'y passer? Alors nous sommes dans un lieu et on a ludique pour des familles et assez convivial avec des structures en bois pour pouvoir se poser, pique-niquer, être entre amis avec des food trucks et surtout pendant 10 jours une programmation de spectacles à partir de ce soir et jusqu'au 17 juillet. Et donc le coup d'envoi c'est ce soir effectivement à partir de 18h45, donc ça va vraiment pas tarder. Vous pouvez encore évidemment venir, il y a déjà pas mal de monde, de familles. Qu'est-ce qu'on va ici, il y a plusieurs espaces en fait. Absolument, là peut-être vous voyez, vous entendez la fanfare Jam Orchestra qui est en train de répéter. Il y aura 3 espaces différents de jeux avec des musiciens, des indiens, des danseurs de hip-hop, de danse verticale sur un Manitou, et donc voilà, des de fête et ça sera tous les jours à partir de ce soir et tous les vendredis, samedi, mercredi au samedi après jusqu'au 17. Voilà. Et c'est tout à fait, tout est gratuit, tout est ouvert. Vous pouvez apporter votre pique-nique, apporter vos boissons ou les acheter sur place avec les food trucks et les buvettes. Okay. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle, hein, on est juste derrière le quartier de l'Auverchie. Donc, je vous invite à venir découvrir cet endroit en famille ou entre amis. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Eh bien, merci Fanette pour ce direct. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. On poursuit en Savoie. Les assises du BTP ont investi le parc des expositions de Savoie Expo à Chambéry ce vendredi matin. L'occasion de faire le point sur l'impact de la crise sanitaire sur cette filière qui reste malgré tout l'une des seules à avoir maintenu la totalité de ses emplois. Aucun licenciement n'est à déplorer, mais de nombreuses inquiétudes semblent se faire savoir. D'abord, la flambée des matières premières. Acier, cuivre, zinc, ces matières essentielles à la construction sont fortement demandées depuis la reprise de l'activité économique. Mais en face, c'est la production qui ne suit plus en raison d'une baisse de régime durant la crise. Conséquence, le cours mondial s'envole et l'approvisionnement est difficile. S'ajoute à cela l'attente de la reprise des chantiers dans le bâtiment et les travaux publics. Les carnets de commandes sont à l'arrêt depuis plusieurs mois en Savoie. Une situation préoccupante selon le président de la fédération du BTP du département. Pour lui, la relance du secteur va se jouer sur l'ouverture des remontées mécaniques l'hiver prochain. On l'écoute. L'enjeu, c'est de ne pas faire l'abstraction de nouveau des remontées mécaniques. Donc moi, j'étais intervenu dès le mois de juin l'année dernière pour ne pas couper la chaîne des investissements, parce que l'industrie de la neige en Savoie, c'est 51% du PIB savoyard. Donc si vous réduisez à forte dose cet investissement-là, on est tous tributaires de l'industrie de la neige en Savoie. Donc il y a eu des aides, beaucoup d'aides. Bon, maintenant, il faut que ça se traduise par des commandes. On n'attend pas d'aide, on attend des commandes. Toujours en Savoie, sachez que le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice en direction des Arcs ne pourra pas encore rouvrir en raison d'une déformation des rails suite aux premières chaleurs. Il devait être remis en marche ce samedi 3 juillet. Sa mise en circulation a été reportée. Le week-end approche, tout comme le Tour de France qui devrait faire son arrivée au Grand Bornand ce samedi pour la 8e étape de la Grande Boucle. À quelques heures de l'arrivée des coureurs, les camping-caristes sont déjà nombreux à avoir investi les abords de nos routes de montagne. Des vacances particulières mais incontournables pour de nombreuses familles. Emmanuel Jaude en a rencontré quelques-unes. Un barbecue, des drapeaux, des maillots. Vous ne pouvez pas vous tromper, les camping-caristes du Tour sont bel et bien arrivés.
Aussi incontournables que la caravane publicitaire, ils sont nombreux à suivre chaque année leurs coureurs favoris, et ce sur plusieurs étapes. Un véritable pèlerinage obligatoire pour tous ces amoureux du Tour de France. Ça fait une dizaine d'années qu'on suit le Tour de France régulièrement et voilà, ça nous amuse, il y a une très bonne ambiance et on est super contents chaque année de participer dans les étapes de montagne pour qu'on ait le temps de voir passer les coureurs. On est bien, c'est relax et puis on s'amuse et on fait les fous avec nos drapeaux, nos petits cochons et tout et tout. Mais comme pour chaque édition de la Grande Boucle, les bons emplacements ne sont pas légion. Alors pour trouver la place rare, il faut bien préparer le périple. On cherche, on monte la route et on repère les endroits, mais c'est pas toujours facile. Hein. Parce que on croit que c'est bon, mais c'est pas bon. Et on essaye de venir un jour ou deux avant parce que les places sont trop chères. Si on veut être placé comme il faut quand même être moindre que ce soit là. Et pour cause, avec la fermeture à la circulation des routes du Tour plus de 24 heures avant l'arrivée de la Grande Boucle, il est devenu bien difficile de trouver le lieu parfait, mêlant vue imprenable sur le peloton et paysage ensoleillé. Il y a de plus en plus de camping-cars, donc c'est vrai qu'il y en a même qui ne sont pas très sympas parce qu'il y a des endroits dans l'école, les piétons ont même du mal à passer. Hein. Alors c'est comme ça, hein, c'est tout. Nous, on cherche toujours un coin un petit peu peinard où on n'embête pas trop de monde. Après, évidemment, il y a le barbecue, il y a les copains qu'on ne connaît pas mais qui nous klaxonnent, qui nous font des coucous, c'est sympa quoi. Une ambiance unique qui continue d'attirer chaque année des milliers de spectateurs du monde entier et qui font rimer compétition avec célébration. Vous l'aurez compris, le Tour de France sera donc de passage en Savoie et en Haute-Savoie ce week-end. Samedi entre Oyonnax et le Grand Bornand et dimanche entre Cluses et Tignes. À cette occasion, le réseau routier départemental sur ces axes sera restreint et certaines portions de route seront donc fermées avec interdiction d'y circuler et de stationner. Vous pouvez retrouver le détail sur le site de la préfecture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de la Pierramenta, une course de trail qui a commencé en Savoie, dans le Beaufortin. Pendant 3 jours, les 270 binômes parcourront une distance totale de 70 km sur 3 étapes avec 7000 mètres de dénivelé. À suivre la météo de Thierry Paume et votre émission En tête-à-tête. Ce soir, Jean-Paul Crespi est allé à la rencontre de Christian Montaigne, le président sortant du département de Haute-Savoie. Il est resté à la tête de l'Assemblée haut-savoyarde durant 13 ans. La semaine prochaine, vous retrouverez Fanette de Buisson pour le journal. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Très belle soirée.